que le temps qui passe, les années qui passent, pour vous, c'est un problème? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je n'y pense pas, absolument pas. Je trouve que c'est le juste déroulement et normal de la vie. Qu'est-ce que c'est que vieillir, exactement? C'est beaucoup de choses à la fois. Quand j'ai vu arriver ce blanc, avec la différence avec le noir de mes cheveux qui étaient teints, j'ai trouvé ça splendide. Maintenant, le cadeau de la vieillesse, c'est la liberté. Parce que généralement, quand on parle de vieillesse, on ne parle que de pertes. Il n'y a pas que des pertes. J'ai beaucoup aimé la vie. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé la vie. Bienvenue sur Des histoires d'hier pour demain. Vous écoutez le premier podcast du Républicain de l'Essonne. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le journal papier, qui sort tous les jeudis et qui traite depuis plus de 70 ans de l'actualité dans le département. D'autres vont le découvrir à travers ce nouveau format, dans lequel vous serez accompagné par deux voix, Mélina et je suis Aurélie. Ensemble, on vous emmène dans les villes et les villages de l'Essonne pour partir à la rencontre de celles et ceux que l'on appelle nos aînés, nos anciens, nos seniors. Celles et ceux qui ont envie de se replonger dans leurs souvenirs et de les partager avec vous. Nos invités ont carte blanche pour parler des instants marquants de leur vie. Notre but ici est d'encourager la société à changer de regard sur le vieillissement et à prendre soin de nos anciens. Dans ce premier épisode, on vous propose de faire la connaissance de Claire Lafarge. Elle a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de son appartement qu'elle loue à la villa Beau Soleil, une résidence pour seniors non médicalisés située dans la commune de Montgeron. C'est ici qu'elle a emménagé le 15 septembre 2021. Si Claire habite la commune depuis un moment, elle est née au Tchad, le 9 avril 1956. Son père, ingénieur, y travaillait dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération. De 1900 à 1960, le Tchad était une colonie française, ce qui implique la mobilisation et donc la présence de Français sur le territoire tchadien. Le père de Claire s'occupait de la construction de la piste d'avion de Fort-Lamy, devenue N'Djamena, la capitale. Bébé, Claire ne supportait pas le climat local. À quelques mois, elle a rejoint la Corrèze auprès de ses grands-parents, puis ses parents reviennent et s'installent à Vigneux avant de partir pour la Tunisie. Ils y resteront pendant une bonne partie de son enfance avant de revenir dans l'Essonne, poser leurs bagages à Montgeron. À 66 ans, Claire, qui mesure 1,15 m, est une personne très occupée puisqu'elle est présidente de l'association Les Amis de Beau Soleil. Celle qui a été élue anime 2 ateliers, l'un sur la création de tableaux en 3 dimensions et l'autre sur la lecture. Au fil de son récit et de l'impressionnante bibliothèque qui se trouve devant nos yeux, on comprend que Claire est une amoureuse des livres et qu'elle a toujours été très studieuse. J'étais très sage, j'étais très studieuse et même plus tard, puisque j'ai fait les classes préparatoires, Hippocagne et Cagne après mon bac. J'ai passé le concours de Normal Sup. Je l'ai réussi, mais j'ai été refusée à cause de ma petite taille. Donc, ça a été une grosse souffrance pour moi, une grosse interrogation aussi sur ce que j'allais devenir. Et puis, je me suis reprise et j'ai passé d'autres concours administratifs. Et j'ai réussi le concours des attachés d'administration centrale. Et lorsque j'ai eu la visite médicale, j'avais une trouille pas possible que l'on me dise que j'étais trop petite pour accéder à ce concours. Et au contraire, le médecin m'a dit « Il n'y a aucun problème ». Vous imaginez ma joie. C'est de cette façon-là que je suis entrée dans la fonction publique. J'ai déroulé ma carrière dans la fonction publique pendant des années, avec plutôt de la réussite, puisque j'ai passé tous les concours internes qui étaient possibles et imaginables. Je me suis retrouvée
conseillère d'administration, qui est quasiment le même niveau que les énarques. Et mon travail a été salué, comme vous pouvez le voir ici, par l'Ordre national de la Légion d'honneur. J'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2010. Ça a été une grande surprise pour moi, parce que mon patron de l'époque ne m'en avait absolument pas parlé, n'en avait parlé absolument à personne, même pas à mon sous-directeur, qui n'était pas au courant, et qui l'a découvert le jour. Moi-même, je ne le savais pas. Ça se passe en général en fin d'année. C'est publié dans le journal officiel du dernier jour de l'année. Je recevais des messages. Bravo, toutes mes félicitations. Je ne savais pas, jusqu'à ce que quelqu'un me dise que c'était la Légion d'honneur. Là, je suis allée regarder dans le journal officiel et j'ai vu effectivement mon nom dans le journal officiel de cette façon-là, parce que j'étais en vacances à l'époque. Claire nous a envoyé la photo de ce fameux jour, le 6 avril 2010, pendant lequel elle a reçu la Légion d'honneur. On la voit souriante, habillée d'une robe couleur bleu nuit, elle porte des bijoux, elle est très coquette, comme le jour où elle nous a reçus. À côté d'elle se tient Jean-Louis Borloo, qui était à l'époque ministre de l'écologie. Elle était très fière ce jour-là, mais sa plus grande réussite aujourd'hui, c'est son fils qu'elle a adopté 12 ans plus tôt au Vietnam. Elle a pris cette décision car, étant une personne de petite taille, elle nous a expliqué qu'il y avait 50% de chances qu'en cas d'accouchement, son enfant soit également atteint de nanisme. Mes collègues de travail, ils l'ont su dès le début, parce que j'étais obligée de m'absenter pour les réunions avec l'assistante sociale, avec la psychologue, et que je recevais des fax de l'international. Donc, j'avais besoin d'avoir l'autorisation de la direction pour recevoir des fax de l'international, de la religieuse, et envoyer, moi aussi, des fax à l'international pour expliquer à la religieuse où j'en étais de mes démarches. C'était les seuls à le savoir. Voilà. À mes parents, je leur ai annoncé le jour où j'ai su que j'avais l'agrément. J'en ai jamais parlé avant. Je voulais faire ça, c'était mon projet. Mon projet, je voulais pas avoir de turbulences autour de moi. Je dirais pas qu'ils sont tombés de leur chaise, mais presque. Ils en revenaient pas. Ils étaient complètement scotchés. Et comme j'avais beaucoup négocié avec la religieuse, je savais que j'allais partir début janvier. Je leur annonce ça le 4 novembre pour partir le 6 janvier. Pour eux, c'était un peu dur. Ils avaient peur pour moi. Ils avaient peur que je n'y arrive pas. Ils n'avaient pas assez confiance en moi. Ils s'en doutaient pas du tout. J'en avais jamais parlé. Donc, sauf que j'avais pris un appartement avec 2 chambres. Et quand je leur ai annoncé, comme j'en avais jamais parlé, pour eux, ça a été la surprise, la plus grande surprise de leur vie, hein. Donc vivre en mesurant 1,15 m, ce n'est pas sans conséquence dans la vie de tous les jours. Mais ça ne m'a pas empêché de réussir ma vie professionnelle et ma vie personnelle, puisque j'ai adopté un enfant, un petit garçon, au Vietnam, et que je l'ai adopté. Ça fait partie de la plus belle histoire de ma vie. Alors, il faut que je vous raconte. C'est un projet qui est né en moi en 1996. J'habitais Paris à l'époque, un petit studio de 21 mètres carrés, et je me suis dit, c'est pas possible. Je pourrai jamais adopter un enfant dans un studio de 21 mètres carrés. Donc j'ai déménagé, je suis revenue à Montgeron et j'ai pris un appartement avec 2 chambres.
Et une fois que j'ai été installée, j'ai écrit à la DAS, Direction départementale des affaires sociales, pour leur parler de mon projet, sans dire que j'étais de petite taille. J'ai dû écrire en décembre 96 et ils m'ont dit la première réunion à la DAS a lieu en février 97. Donc j'y suis allée, évidemment. Je me suis retrouvée dans une foule pas possible de parents adoptants et je me suis dit oh là là, ça va pas être facile. Mais je me suis lancée. Donc, il y a une assistante sociale qui est venue chez moi, là où j'habitais, au 8 rue d'Eschborn. J'ai fait toute la procédure d'agrément. La commission, il y avait une assistante sociale et une psychologue. Donc, tantôt je voyais l'assistante sociale, tantôt je voyais la psychologue. Elles ont fait leur rapport et lorsque la commission qui délivrait les agréments s'est tenue, je me suis dit, je ne veux pas qu'il se torture l'esprit en voyant que j'étais de petite taille, puisqu'on avait le droit, je vais aller à la commission et je vais leur raconter mon projet. Pourquoi le Vietnam ? Parce que c'est un des rares pays à accorder l'adoption à des femmes qui sont seules. J'étais seule. Je savais pas que j'étais petite, mais j'étais seule. Et quand je suis allée à la commission d'agrément, le 4 novembre 1997, je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais le cœur qui battait quand même, hein, parce que j'allais me présenter. J'allais présenter mon projet avant que la commission délibère. Et je leur ai dit, je pars au Vietnam, j'ai pris contact avec des religieuses, je sais qu'il y a un bébé qui m'attend, donc je vais sans doute partir début janvier 98. Ça allait vite, hein. Et là, la directrice de la DAS m'a dit, quand vous reviendrez, vous nous raconterez. Et donc j'ai compris que j'allais obtenir l'agrément. C'était un feu vert, parce que sinon elle n'aurait jamais dit ça. Donc j'ai obtenu l'agrément. Et seulement avant de partir au Vietnam, il fallait que je refasse faire tous mes vaccins, mon passeport, les visas, traduire mon dossier à l'ambassade du Vietnam, le tamponner, etc. dans tous les sens. C'était un dossier énorme. Je suis arrivée le 7 janvier au Vietnam. La religieuse m'attendait à l'aéroport. Elle avait réservé un hôtel pour moi, un cyclopousse, tout ce qu'il fallait. C'était merveilleux. Et puis, elle m'a observée pendant quelques jours pour voir mon caractère, ma personnalité. Et puis, le 10 janvier, elle avait sorti un bébé de l'orphelinat et elle l'avait confié à une nourrice. Parce que ça se passe comme ça au Vietnam. Quand un bébé est en voie d'adoption, on le sort de l'orphelinat, on le met chez une nourrice. Comme ça, les futurs parents peuvent aller le voir tous les jours et s'occuper de lui et commencer à avoir une vraie relation avec lui. Et un jour, elle m'emmène donc chez la nourrice, en cyclopousse. On arrive chez la nourrice et je vois un bébé dans les bras de la jeune fille de la maison qui pleurait, toutes les larmes de son corps. Je le voyais de dos. Et la religieuse me dit, elle s'appelait Sœur Thuyette. Thuyette en vietnamien, ça veut dire neige, ce qui est extraordinaire de s'appeler neige dans un pays où il y a quasiment jamais de neige. Et elle me dit, c'est ton bébé. Vous imaginez ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là? J'avais plein de formalités à faire au Vietnam, parce qu'il faut que l'adoption soit déjà prononcée
par le ministère de l'Intérieur vietnamien pour ensuite obtenir le visa de sortie, le passeport du bébé. Sinon, on ne peut pas faire sortir le bébé du Vietnam comme ça. C'est pas possible. Donc j'ai navigué entre le ministère de l'Intérieur vietnamien, le consulat de France, les différentes administrations vietnamiennes pour obtenir le passeport et le visa. Et je suis restée 2 mois et demi. Ils parlent beaucoup le français ou l'anglais. Comme je parle l'anglais, j'ai jamais eu de problème. 2 mois et demi, c'est long. Surtout quand il fait 36 degrés le matin et 38 degrés le soir. Et moi, je supporte pas la chaleur. Donc, pendant ces 2 mois et demi, j'ai perdu 10 kilos. Quand je suis rentrée en France avec mon bébé, on était déjà complètement en symbiose, lui et moi, parce que je m'étais occupée de lui pendant 2 mois. Donc, il avait compris que j'étais sa maman. 17 heures d'avion avec un bébé. C'est terrible. Il a été adorable. J'avais un sac de couches de biberon d'un côté. Il était dans une nacelle juste devant moi. Quand le monsieur qui était à côté de moi m'a vu arriver avec mon bébé, mes sacs, mes affaires et tout ça, il est parti. Il a demandé une autre place. Pas grave. J'étais toute seule. J'avais plein de places. Pouvais m'étaler. C'était le 17 mars 98. Quand mon bébé m'a été confié, il avait 5 mois et demi. Il était tout petit. Donc on avait vraiment créé le lien. Heureusement, j'avais prévu une grosse doudoune. Parce que quand on est arrivé en France le 17 mars, il faisait un froid de canard à 6 heures du matin. Et moi, j'étais pieds nus dans mes sandales. J'avais juste un pull, toute bronzée, à force de faire du cyclopousse, 10 kilos de moins. Quand ils m'ont vu arriver, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait toute mon équipe du bureau qui était là, à 6 heures du matin, avec un gros bouquet de fleurs. Surprise! J'arrive, je débarque avec ma poussette et un gars derrière qui poussait tous mes bagages. Mais moi, j'avais que la poussette à canne, là, avec mon bébé dedans, qui avait le biberon dans le bec, qui regardait avec des grands yeux tout ce qui se passait, disait rien. Il était sage comme une image. J'arrive, les portes s'ouvrent, je vois d'un côté mes parents et mon frère, et juste de l'autre côté, toute l'équipe de mon bureau. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si vous imaginez l'émotion que ça fait. Donc, après, je suis rentrée évidemment chez moi. Je me suis occupée de mon fils, évidemment. J'ai eu mon congé maternité comme n'importe quelle mère qui a un enfant. C'est les règles. Et j'ai dû reprendre mon travail fin juin. Et là, je vais vous faire rire. J'avais pas repris mes kilos parce que j'étais dans une autre vie. J'étais devenue mère. Je m'occupais de mon fils. Donc, j'avais pas eu le temps de reprendre mes kilos. Alors, je reprends mon travail. Je vais à la cantine du ministère et le contrôleur financier avec lequel je travaillais tout le temps puisque je faisais de la gestion budgétaire, il me regarde, il me dit « Vous avez été malade ?» Je lui ai dit « Non, j'ai fabriqué un bébé. » Il n'a rien répondu, il était scotché. Et alors, je vais vous dire quelque chose. C'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie plus de donner. En tant que présidente de l'association, le maximum de moi-même. J'ai donné le maximum de moi-même à mon fils. Mon fils est en train de signer un contrat de travail. On s'entend toujours aussi bien. Il y a toujours beaucoup d'amour entre nous. Il m'appelle tous les jours. Tous les jours. Il se passe pas un jour sans que j'ai un coup de fil de mon fiston adoré. Et à chaque fois, quand il m'appelle, il dit « Ça va, maman ?» Maman. Ça va, maman? Toujours.
toujours, ça va maman? Je suis vraiment, vraiment sa maman. Et lui, il est vraiment, vraiment mon fils. Donc je peux dire une chose, en conclusion, j'ai eu une belle vie, j'ai une belle vie, j'ai encore une belle vie, avec toutes mes occupations, avec tout ce que je fais ici, la reconnaissance que j'ai ici. J'ai une belle vie, j'ai eu une belle vie, j'ai eu des difficultés. Avec l'humour, mon fils et moi, on a tout traversé et l'humour rime avec amour. Voilà, mes 2 mots préférés, humour et amour. Claire nous prouve à travers son témoignage que tout est possible et qu'il n'y a pas que la taille qui compte. Comme disait Coluche, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. On voit ici que malgré le refus de l'école normale supérieure de l'intégrer dans ses rangs, elle a réussi à gravir les échelons jusqu'à être distinguée par l'Ordre national de la Légion d'honneur. Elle a aussi su écouter son envie d'être maman et s'est donné les moyens d'adopter son fils Maxime au Vietnam. Que de beaux souvenirs qui nous montrent qu'une volonté de faire peut nous guider jusqu'au bonheur. Un grand merci Claire pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi à vous, les auditeurs, d'avoir écouté notre échange jusqu'au bout. On tenait aussi à remercier les collégiens et les lycéens de Villebon-sur-Yvette qui ont participé au choix du titre du podcast par le vote. On est allé à leur rencontre le vendredi 3 février à l'occasion du Forum des métiers organisé par la mairie. Cet audio a été enregistré et monté par Mélina Fritsch et Aurélie Corvisi. On vous invite à vous abonner à notre podcast et si vous connaissez des personnes qui pourraient venir se confier à notre micro, contactez-nous via la page Facebook du Républicain de l'Essonne. On vous dit à très bientôt pour un épisode 2 du podcast Des histoires d'hier pour demain.